Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez bien mangé. En attendant, c'était très bon. Je vais vous présenter rapidement l'historique de la ferme. Je suis en majorité en fermage. Donc, en 2007, j'ai passé 66 hectares en bio, tout simplement parce que je pratiquais l'agriculture conventionnelle depuis 1996, avec des rotations très simples, blé, colza, tournesol. Ça paye, mais je l'ai payé un peu de la santé. J'avais eu des soucis avec des insecticides. Quand je vois ce que vous avez dit ce matin, c'est un peu bête. Donc je suis passé en bio en 2007 et donc sur 66 hectares. Et au bout de 5 ans, j'ai rencontré les premiers soucis. Alors c'est pas dû à l'agriculture biologique, c'était dû à mes pratiques. Où c'est que je me suis retrouvé avec des champs remplis de tournesol et ensuite de l'abattance au niveau de mes sols qui était catastrophique. Je n'arrivais plus à faire des cultures d'été. Alors je ne veux pas faire peur à ceux qui vont s'installer en bio. Je parle de mes pratiques. De là, j'ai commencé à chercher des solutions justement pour éviter cette battance et cette perte de terre de matière organique. Et je me suis tourné vers les couverts végétaux. Et rapidement, les couverts végétaux m'ont amené vers le semi-direct. En 2011-2012, j'ai repris l'exploitation de mon père qui était en agriculture conventionnelle. Et pour lui faire plaisir, j'ai arrêté le travail du sol. Donc, on parle de l'agriculture, les conflits générationnels, c'est quelque chose qui existe. Et quand vous parlez à un agriculteur qui a exploité pendant 40 ou 45 ans, et du jour au lendemain, on lui dit je vais arrêter de travailler le sol, quelque part, il sourit un petit peu. Et il n'avait pas tout à fait tort. Donc, j'ai arrêté le travail du sol en 2012-2013. Les couverts végétaux, première année, de très beaux résultats, je ne le cache pas. Il se trouve certainement qu'il y avait les résidus de l'agriculture conventionnelle dans les sols. Donc il restait un peu à manger dans le frigo. Donc les couverts végétaux ont poussé, étaient très jolis. Il y a eu des parcelles où je suis monté à 28 tonnes de matière sèche. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 3,50 m, 4 mètres d'eau, les cultures. Donc là, on s'est dit, c'est bon, on est arrivé, on a fait ce qu'il faut, on a le couvert végétaux. On a les couverts végétaux, on va pouvoir semer en direct dedans. Première année, ça marche. Après arrivent les difficultés parce que très rapidement, quand on restitue toute cette matière fraîche, eh le sol n'a pas les bactéries, enfin toute la vie, pour les digérer, toute la vie microbienne. Donc ça reste, ces couverts, ce mulch reste en surface, protège le sol, et du coup, la vie est beaucoup plus calme dans le sol. Donc on peut continuer les semis directs, on peut s'amuser, se faire plaisir, mais il n'y a rien qui pousse. Donc j'ai passé 2 campagnes assez difficiles où c'est que les rendements étaient au niveau de zéro à peu près, voire plus. J'arrivais à récupérer quelques graines et me refaire la semence. Donc avec le peu de graines que j'avais, j'ai dit je ne vais pas quand même baisser les bras. Ça m'a ouvert vers la transformation des produits de la ferme. Donc là j'ai commencé un peu la farine, transformer les blés en farine. Mais dans la conception du fonctionnement de la ferme, il y avait quelque chose qui me manquait. Le sol fonctionne avec du carbone et quand vous faites des blés bio, même modernes, il y a pas beaucoup de paille. Donc j'ai commencé à me tourner vers les blés anciens, les amidonniers, grand épeautre, enfin voilà, quelque chose qui restitue beaucoup de paille. Et là j'ai commencé à lancer la machine vertueuse du sol. Mais c'est toujours pareil, 50 ans d'agriculture chimique, ça se répare pas en 2 ou 3 ans. Donc, eh bien, on a fait petit à petit. Je n'apporte aucune matière organique extérieure. Au début, oui, les 5 premières années, j'ai fait de la farine de viande, farine de sang, poudre de sang, enfin, lisier de porc déshydraté. Une bonne agriculture bio-conventionnelle, on va dire. Où c'est que ben, on cherche le rendement, mais par contre, on se soucie peu du sol. C'est d'ailleurs ce qui est regrettable. Je fais une petite parenthèse dans l'appellation agriculture biologique, où c'est qu'on ne prend pas en compte le sol. C'est quand même, c'est un peu bête parce que c'est le ventre à tous et c'est de là que part la vie et notamment les graines. Donc, un boulot très important. Enfin, j'ai vachement bossé et pris beaucoup de gamelles, notamment parce que l'observation, je ne l'avais pas comme il faut. Mais c'est l'avantage, on a une vie, une expérience à faire.
Donc on apprend tous les jours et c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, on grandit plus vite de ses échecs que quand on réussit, parce qu'il se trouve que la première année j'avais réussi, donc ça y est, j'étais assis, j'étais tranquille, manque de peau, la vie c'est pas ça. Et ça rend quelque part, ça rend humble. Donc sur la ferme, la majorité des graines produites sont produites sur la ferme. Voilà, ce ne sont que des variétés anciennes. On pourra s'étendre après sur l'assolement. Sinon, ce ne sont que des variétés anciennes. Il n'y a que des cultures associées, aucune culture voilà, de la monoculture. Après, il y a un gros boulot au niveau du triage et du stockage. Et après, derrière, il y a la transformation. Donc ça a été, on va dire, la période de crise qui m'a permis d'aller chercher des marchés que je me souciais peu avant. Voilà, donc ça me permet de travailler avec la restauration collective, avec les lentilles que vous avez mangées à midi venaient de la ferme. Normalement, c'est ce que m'a dit Katia. Hein. Ouais. Et voilà, d'un côté, c'est bien parce que ça permet aux enfants, aux écoles, de connaître un peu des goûts différents. Et après, je travaille avec le restaurant Le Gigot. Il y a eu de gros boulots de fait sur la nutrition. Et ensuite, je travaille avec les maîtres de mon moulin à Cucugnan, où c'est qu'on travaille sur les variétés anciennes de céréales à la paille. Donc voilà, c'est des marchés un peu... il faut aller les chercher, parce que quand on n'a pas beaucoup de graines, on essaye de les vendre au mieux. C'est comme tout, quoi. Et donc, j'étais, je pense, extrémiste à cette période-là, parce que je m'étais interdit tout travail du sol. Et c'est là où la bêtise était là. C'est-à-dire, je crois que quand on veut préserver le sol, il ne faut rien s'interdire, juste le respecter. Ouais, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est pas mal. On peut partir sur l'essai et revenir où tu veux détailler. On peut détailler toutes les cultures, mais on y reviendra. On y reviendra. Donc en fait, on est aussi parti, je complète ce que tu dis, sur l'idée que c'est essentiel d'avoir des témoignages concrets, et des convictions et des pratiques, mais aussi qu'on voulait vous montrer quelque chose d'extrêmement concret et d'une année culturelle comme on a connu en plus cette année. Donc on s'est dit on allait filmer l'année culturelle de l'essai et qu'on allait vous le montrer. Donc on a mis une caméra time-lapse qui a pris des photos toutes les 30 minutes depuis mars dans les champs de Jean-Christophe pour vous montrer l'essai de semis, donc direct de couvert végétal dans une céréale, blé amidonnier. Donc ça, on va le développer. Et ensuite, on pourra revenir, on aura un temps d'échange de questions. Donc sur le système global, il y a énormément de choses à dire. Donc les objectifs du semis sous couvert, Jean-Christophe. Ça revient à ce que Madame Sartou vous a présenté ce matin, le système de la ferme. Alors, je suis désolé, mais on n'invente rien, nos grands-parents le faisaient. C'est-à-dire, c'est la polyculture élevage. Je n'ai pas la fibre d'éleveur. Donc, je pense dans l'agriculture que j'essaye de mettre en place, c'est une vision différente de l'agriculture où c'est qu'on va pouvoir intervenir à plusieurs. Je m'explique. Donc là, sur cette parcelle, il y a de l'agroforesterie. Comme on peut voir la taille des arbres, l'apport sur la culture à côté est, on va dire, ridicule. La particularité, c'est qu'entre les arbres, j'ai planté des aromatiques. Il y a des artichauts, enfin, il y a plein d'essais, il y a des patates, on verra les photos tout à l'heure. Donc le système, comme je vous disais, un semi-direct sur couvert vivant, moi je ne l'ai pas réussi. Je fais une parenthèse, sur 130 hectares, depuis 2011, il y a 4 hectares et demi qui sont en semi-direct, qui n'ont pas bougé. Où là, ça marche. Le sol est un peu plus riche, c'est certainement pour ça, et puis les choix de graines, peut-être. Donc, l'agriculture, comme je la vois, c'est-à-dire l'agroforesterie, après, je fais une autre parenthèse, l'agroforesterie, pensée comme ça, pour moi, elle n'est pas naturelle. Les arbres alignés, il n'y a que l'homme qui est capable de le faire, la nature n'aligne rien. Mais enfin, voilà, on va dire que c'est le début, c'est remettre l'arbre dans les champs, après le concevoir différemment, ça c'est sûr, et maximiser le moindre mètre carré. C'est-à-dire que là, on va produire sur cette parcelle, c'est de l'amidonnier noir, avec de la lentille, des trèfles, il y a des artichauts, il y a des aromatiques. Et les aromatiques, à la base, l'objectif, c'était nourrir les ruches qui sont juste derrière. Au niveau du photographe, il y a 45 ruches qui ont été posées.
et qui reste toute l'année. Je sais qu'il y a un apiculteur, je l'ai vu tout à l'heure. On parlera des résultats, c'est quand même assez impressionnant. Et donc voilà, c'est-à-dire on ne devient plus producteur de blé, on va dire, on est un peu tous les métiers. Et c'est là où c'est que ça devient intéressant parce que tout en rechargeant le sol, c'est quand même notre capital, on arrive à produire beaucoup de choses. Donc on peut dire, là, je vais dire le rendement final, je suis désolé, c'est la On va le surprise, voir. non, il ne faut pas le Ouais. dire. On va le dire après. D'accord. Donc les rendements ne sont pas terribles, mais il faut additionner tous les rendements. Et là, ça commence à devenir intéressant. Sur une parcelle, celle-là, je ne l'ai pas faite, mais sur les parcelles de céréales à paille, je les sème, on va dire, plutôt que la moyenne. J'ai commencé à semer, il y a 2 ans, j'ai commencé à semer les blés d'hiver au mois de mai. Et l'an passé, je les ai semés au 15 juin. Et j'ai décalé à peu près tous les 15 jours, voire tous les 20 jours, ça dépendait des lunes. Il ne faut pas oublier de travailler un peu avec la lune, elle nous rend de grands services. Pour justement implanter les blés avant le mauvais temps. Et l'hiver dernier, enfin à l'automne dernier, il y a un berger qui est descendu avec 130 brebis, justement pour pâturer ses céréales. Pour, Ça, bon, du coup, tu as ouvert la digression, on peut en parler. Mais du coup, c'est un truc que faisaient nos ancêtres, nos anciens. nos anciens. Et d'ailleurs, c'est très fin parce que le résultat de ça cette année, ça a été quand même très. Pas très bon. On a grandi encore. Hein. Voilà. Faut faire attention, ouais. Voilà, Il faut être vigilant sur ça. Par rapport à ça, j'ai progressé aussi, c'est-à-dire que il y a 35 hectares qui ont été pâturés, je n'ai réussi, on va dire, deux ou trois. Ouais. Donc les 30 hectares ratés, ils vont me servir énormément, parce que la bête prend tout son sens dans le champ. Comme je ne fais aucun apport extérieur, c'est la brebis qui va me l'amener dans le champ. Donc j'ai pas le tracteur, j'ai pas les pendeurs, j'ai pas le fumier acheté. Et il est bien plus naturel. On peut détailler un peu ce qui s'est passé du coup dans la Mais gestion, ouais. dans la Concrète. gestion des pâtures, alors ce qui n'était pas commode, c'est que le berger, il est des Pyrénées. Il est à côté de... C'est François Sanchis, pour ceux qui le connaissent. C'est au col de Ris. Donc il a 2 heures et demie de route à faire. Donc quand je l'appelle pour lui dire on va déplacer les brebis, c'est toute une gestion. Donc il y a peut-être aussi cet avantage-là, c'est qu'on peut installer un agriculteur sans terre qui veut s'occuper d'un troupeau, ben là il y a la possibilité. Mais il faut vraiment qu'il soit là tout le temps parce que si on laisse trop les brebis du coup Voilà, alors ce qui se passait, c'est que dans le nous champ, on les laissait, enfin c'est moi qui disais au berger, on va raser. On a rasé. Elles ont rasé les brebis, c'est pas un problème. Elles n'ont pas arraché. Par contre, je tiens à dire, elles n'ont pas arraché. Ce qui s'est passé, c'est que sur 3 mois, voire 4 mois de pâture, elles ont eu, on va dire, 3 mois de pluie. Il pleut jamais chez nous, et là, elles descendent, il pleut. Mais enfin, bon, par rapport au climat qu'elles ont dans les Pyrénées, c'était le Club Med. Donc, elles ont piétiné et elles ont trop rasé. Donc, ça, c'est des trucs que nous, en tant que paysans, on peut gérer. C'est-à-dire que sur les parcelles, les 100, 130 brebis, il fallait qu'elles restent. On faisait des parcs de 3 hectares, il fallait qu'elles restent 2 jours. Nous, on les a laissés 4. Donc, elle, c'est une tondeuse, il faut que ça avale. Donc, la gestion, eh bien, il faut faire retourner les bêtes plus souvent. Plus de bêtes sur des surfaces plus petites, mais les faire retourner plus vite. Voilà. Et le fait de faire pâturer une plante, c'est-à-dire de l'agresser, a un côté positif, c'est-à-dire que elle cherche à s'enraciner un peu plus, parce que du coup, elle s'est dit attention, on risque de m'arracher, donc elle va plus profond, elle va chercher les minéraux, elle va chercher l'eau, et elle va taler. Donc en bio, c'est quelque chose qu'on recherche, le talage, et par ce principe-là naturel, on va dire, qui ne coûte pas grand-chose, on arrive à le faire. Je ne dis pas que c'est un échec sur toute la... Il y a des points positifs. il y a à travailler dessus quoi. Voilà, C'est il surtout y a ça, y bosser dessus parce que la matière organique fraîche qui est tombée au sol, celle-là, elles ne l'ont pas ramenée dans les Pyrénées, elles l'ont laissée chez moi. Hein. Mais voilà, il y a un boulot à faire. Cette année, j'ai poussé le bouchon plus loin, Maurice. Avec les brebis, j'ai pris des poules pondeuses. On va en parler aussi. On en parlera aussi après. On va reprendre le fil de l'essai du coup sur la parcelle agroforestière. Donc ça tu peux commenter. C'est une photo aérienne où on voit quand même assez bien la dynamique de l'eau.
Voilà. Juste pour dire, voilà. Et oui, vous montrez que... Il y a un peu d'érosion. Voilà, et là, c'est l'endroit où il y a la caméra qui est implantée, du coup, dans une... cette parcelle-là, dans une ruche. On est malin. Voilà. Après, on a eu peur parce que... Chut, faut pas le dire. Non, mais parce qu'à un moment donné, ils volaient les ruches. Alors on s'est dit, ils vont tout piquer la caméra. Heureusement, ça s'est pas passé. Juste, je vais te prendre Vas-y. le pointeur. Donc là, vous avez, c'est la parcelle en agroforesterie. Elle fait un peu plus de 6 hectares. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tous les ans, je sème on sème à la maison entre 600 et 800 chênes. Ça, c'est une agroforesterie qui coûte pas cher. Les glands, on n'a qu'à se baisser. Alors, je dis pas que 600 glands semés poussent, mais enfin, sur 600, s'il n'y en a que 50, c'est déjà bien. Donc, ça veut dire que toutes les bordures de route, tout ça, c'est ressemé. Alors, le voisin, il peut rien me dire, qui est un conventionnel, là, parce que le gland, on va dire que c'est l'oiseau qui l'a fait tomber, donc c'est là où c'est que les lois humaines sont un peu bêtes. Si c'est naturel, l'arbre il peut rester. Si c'est l'homme qui l'a planté, il faut qu'il le plante à 2 mètres chez lui. Donc là, ça fait que la haie sépare de l'agriculture conventionnelle. Et ensuite, on va dire qu'on isole, on fait une petite bulle là, de 6 hectares, et l'agroforesterie est ici. Voilà. Ici, il y a eu des essais, des patates sous paille. Et là, tout le long, là, toutes ces alignements d'arbres d'agroforesterie, il y a des aromatiques, voilà, il y a des aromatiques, alors c'est sarriette, romarin, sauge et du thym. Après, il y a des artichauts, voilà, il y a un peu de maraîchage paysan, on va dire. Donc ça, c'est le mélange. Tu peux le commenter un peu pourquoi? Voilà, ça c'est un mélange qui a été semé au mois d'avril Dans dans l'amidonier lentille. Alors, amidonier lentille, c'est pas par hasard. Pour ceux qui font de la lentille, on est embêté par les bruches. Et on est embêté aussi de semer au printemps, notamment cette année où c'est que la période était très pluvieuse. On massacre les structures. Alors, j'ai fait du semi-direct de lentilles dans des couverts végétaux au mois de mars et semi-couvert de pois chiches. Il faut être motivé. C'est très beau, mais par contre, il n'y a pas grand-chose dans la trémie à la fin. Donc, le fait de semer les lentilles à l'automne, on se rend compte que les hivers sont de moins en moins froids. Donc, sur cette parcelle qu'on a vue d'agroforesterie, il y a 3 zones, 3 essais de lentilles, et notamment dans la partie la plus froide de la ferme, on va dire qui gèle le plus. Et la lentille passe l'hiver. On a eu une semaine à moins 6, moins 7. La lentille, semée comme ça, elle est passée. Alors, c'est pas parfait parce que l'amidonier était trop épais, donc trop épais, pardon. Elle n'a pas survécu après. Oui. Là, voilà, la lentille a manqué de lumière, mais c'est des moyens de moissonner la lentille en même temps que l'amidonier. Donc, il suffit d'éclaircir l'amidonier. Comme ça, on n'est pas embêté dans la bruche dans la lentille n'est pas couchée, donc on ramasse pas la terre. Et donc, là-dedans, j'ai semé un mélange de trèfle, Du coup, voilà. Voilà. Alors ça, c'est à peu près des plantes qu'on va trouver. Ça, c'est de la semence certifiée. Mais c'est des choses qui va à part la facélie, mais qui poussent, on va dire, naturellement. Pourquoi tous ces trèfles, toutes ces légumineuses, à part la facélie? C'est tout simplement la mettre en place au printemps. Comme ça, derrière la moisson, j'ai mon couvert qui va passer. Mon sol sera couvert, va se recharger avec ces légumineuses. La facélie, ça c'est une autre expérience. C'est remettre des fleurs au cœur du champ. Madame Sartou en parlait tout à l'heure. La facélie avait ce but-là. Bon, ça n'a pas marché, parce que pour moi, j'aurais dû la semer en même temps à l'automne. Comme ça, elle se serait développée et elle aurait explosé au printemps. Ce qui s'est passé, en la semant au printemps, elle n'a pas eu assez de lumière. Mais le fait de faire revenir, de mettre des fleurs partout, c'est... après, vous prenez le trèfle violet, l'ottier, ça fait de très belles fleurs. Les abeilles et tous les pollinisateurs y trouvent leur plaisir. Et c'est très important, enfin, à mes yeux, d'avoir tous ces mélanges. Ça, c'est juste brièvement pour cadrer, avant l'essai de semis dans la céréale, l'implantation de la céréale. Voilà. Dans quel cadre ça a été fait. Voilà, pour vous dire que... Bon, Donc, l'essai de millet et blé, c'était le fameux
Ça va parler à Vincent qui est là-bas, un peu plus haut, qui lui le réussit. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément des échecs, il y en a qui arrivent. Un blé millet semé tôt. Donc le millet c'était semé au mois de mai. Le but était de le récolter l'été. Le blé était en place et après, voilà, par la pâture, je l'amenais jusqu'à l'hiver pour éviter que l'épine monte. Donc ça a été arrêté tout simplement par manque d'eau et grosse chaleur. Donc j'ai mis mon ego de côté, j'ai repris les outils et j'ai commencé à faire rentrer l'air dans le sol, tout simplement. Après, c'est du travail superficiel et c'est entre 5 et 10 cm. Mais ça permet parce que j'aurais continué à faire du semi-direct là-dedans. Mon sol allait être couvert, mais j'allais continuer à prendre des casquettes, quoi. Donc voilà, et après il y a le semis d'amidonnier noir, lentilles. Donc on a vu une photo, ça, au 3 avril. Donc là, tu disais le 4 avril. Voilà, donc le sursemis, il est réalisé avec une écrouteuse. Les étoiles ont été tournées pour justement qu'elles ne soient pas agressives. Et la distribution se fait à l'avant de l'outil. Donc avant, je semais la graine derrière. Mais voilà, comme on a une météo qui devient particulière, on peut avoir des périodes très chaudes. Donc il suffit que vous ayez semé une semaine avant, elle germe, il y a la séquère et puis voilà, il faut recommencer. Donc le fait de la mettre un peu dans la terre, ça minimise le risque. Donc voilà, et après dessus, c'est un semoir type accord, classique. Voilà. Et donc là, on va lancer la vidéo que Jean-Christophe va commenter en direct. Donc vous avez la date en bas. Et donc ça va défiler jusqu'au 12 décembre. Je précise, les artichauts sont juste à droite. Ça va aller vite. Donc voilà, on voit que ça défile. Je te laisse commenter. Donc là, on voit la lentille qui est sortie déjà. Là, les fleurs jaunes que vous voyez, c'est le pissenlit. Et là, c'est l'amidonnier qui va commencer à démarrer. Regardez les artichauts toujours. Là, il y a eu le sursemis au mois d'avril de légumineuses. Là, c'est les pluies qu'on a eues au printemps. Ça y est, là, ça commence à réchauffer. Le ciel n'a plus du tout la même couleur. On arrive au beau jour. Regardez toujours l'artichaut. C'est énorme. Là, jusque-là, c'est beau, paysan. Après, il y a la Dame Nature qui s'énerve. Et la lentille se fait bouffer, là. Voilà, la lentille, elle n'a pas assez de lumière pour passer. On la voit toujours, elle essaye de grimper. Là, ce qu'on voit monter, c'est plus la vesse que la lentille. Et là, on va arriver à... Il y a l'épi qui va bientôt sortir. On n'a pas descendu la caméra. C'est là qu'on voit que la nature est bien faite quand même. J'ai juste débroussaillé. Là, t'as pris un orage. Voilà. Là, il y a eu un orage de grêle. On voit l'amidonnier qui se relève. Il se relève. Mais comme l'apéro, il faut en boire deux. La grêle, c'est pareil, ça vient par deux. Et donc là, on va avoir un autre orage de grêle. Celui-là va être un peu plus mauvais parce que la paille va commencer à pourrir au sol. Après, c'est sûr, j'aurais fait du courteau, j'aurais pas eu ce problème. Un blé à petite paille, mais par contre, voilà, il y a... Regardez l'artichaut à côté. Ça... Donc là, le blé n'a pas assez l'amidonnier n'a pas assez de force pour se relever. On voit. Attention, la moisson. Là, il y a l'effet de bordure. 14, on va dire. Non, le 14, tu récoltes le jour de la fête nationale. Oui, toujours. Ah oui. J'ai un jour, je le fais là. Ah ouais. Voilà. Bien. Donc là, bon, peut-être on peut te dire maintenant combien tu as fait en rendement. Alors, en rendement, tu as marqué 15 quintaux, mais c'est un peu moins. C'est entre 12 et 15 quintaux de grains d'amidonnier. Après, il y a un petit peu de lentilles. On ne le compte pas. Par contre, l'amidonnier est noir.
il est vendu 1 € le kilo, c'est de la semence. Donc là, déjà, c'est, on va dire, un peu plus rentable. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que là, on est au mois d'août. J'ai eu à 10 cm du sol, j'étais à 67 degrés. Donc autant dire que finalement, les couverts semés au mois d'avril, ça a servi parce que mon sol est resté vert tout le temps. Donc après, on verra des photos sur la droite où il y a plus de trèfle et de vesse. Oui. Là, dans le bas-fond, d'ailleurs, tu vas drainer. On voit, Voilà. tu es passé pour Il y a drainer. eu un coup de sous-soleuse parce que là, l'eau, on va dire, c'est l'ennemi de la plante, quoi. L'eau, si elle stagne, c'est pas bon. Donc là, il y a eu un coup de sous-soleuse. Alors, on en parlait tout à l'heure, Madame Sartou, la sous-soleuse, à la maison, elle part pas du point haut, du point le plus haut au point le plus bas. Ce qui serait logique, mais pas pour moi. C'est-à-dire que moi, je vais faire comme une toile d'araignée. Je vais l'eau essayer de la faire partir dans tout le champ, en profitant de la pente, bien sûr. Donc sur cette parcelle, là, on est au mois de novembre, donc c'est pas qui est toujours couverte, hein. Et là, il va y avoir, je vais y semer un couvert d'été qui va être semé au printemps, mais il n'y aura pas de culture. Ça va être pâturé par les brebis et il y aura les poules pondeuses avec. Alors les poules pondeuses sont dans un poulailler mobile. Ça a été une sale année quand même. Ouais. Donc le tracteur que vous avez vu passer, j'ai fait un semi direct juste au-dessus de la rangée d'arbres. Là, dans le trèfle comme celui-là, j'ai semé du petit épeautre. Voilà. Voilà, on revient au printemps. Ouais. Voilà. Il y avait un truc, une plante, des orchidées sauvages dans l'amidonnier. Donc on va dire qu'on est quand même dans un système qui se rapproche un peu plus Oui. qui soit un peu plus naturel. Donc d'autres photos, ça c'est sur Alors, le haut de la parcelle, oui. ça c'est un essai, toujours pareil, ça c'est des patates sous foin. Alors c'est tout bête, hein. Voilà, on fait de l'agroforesterie, on peut s'en servir justement d'abri pour les auxiliaires. Et moi là j'ai mis des patates sous le foin, sans travail du sol, et ça marche, hein. Il y a le même, on va dire, le même rendement qu'une culture de patates classique. À la différence, c'est qu'on n'a pas le mal au dos. Pour les ramasser, il faut un râteau à gazon. Bon, après, ça peut se calculer. Enfin, voilà, si on fait ça sur 6 hectares en alignement des arbres, ça peut faire des patates, quoi. Ça c'est une photo vue de la caméra. Donc on voit bien que ça avait versé. Après il y a du liseron, de la potentille, donc c'est resté plaqué. Ça c'est la stagiaire du GAB qui fait 1,60 m. Donc on voit le... Voilà, on va pas dire qu'elle fait 2 mètres. Il faut dire la hauteur de paille. Et on va voir, on a fait des pesées, donc ça ramène de la matière organique. Donc là, pour dire aussi, pour montrer le chantier qu'il y avait, mais il y a de la masse. Ça, Donc, les deux premiers épis sur la gauche, ça c'est du grand épeautre. Ça c'est ce qui s'est trouvé parce que 2 ans avant il y avait du grand épeautre. Donc il s'est ressemé naturellement. Et l'amidonnier noir, c'est voilà, c'est les 2 épis bien barbus à l'extrémité de la main. là, on voit au sol, du coup, il y avait de l'épi, mais effectivement, tenu au sol, il y a du bordel. Voilà, après, il faut quand même Si là on écarte, ouais, où c'est que ça s'est couché, là c'est quand même assez riche et c'est un ouais, ancien pré. à la moisson. Donc ça, c'est le grain brut après moisson. Et donc là, on voit sur plus le haut donc plus haut sur la parcelle. Effectivement, on devine qu'il y a de l'enherbement et donc c'est quand même majoritairement du trèfle. Il y a un peu de tout, mais il- euh, parmi les espèces, voilà, il y a trèfle et vesse. Donc ça dépend des zones, voilà, mais qui est quand même bien présent. C'est bien couvert. Ouais. De toute
Les zones humides se sont remplies de Potentilles. Potentilles rumex. Et après, le reste, voilà, c'est le trèfle qui a pris. Après, il y a des endroits un peu plus secs et qui restent quand même un peu plus riches en matière organique, où c'est que là, c'est les graminées qui sont sortis. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, là, voilà, là, c'est un peu plus riche. Bon, ça, c'est... Ça, c'est en bas. Ouais. Voilà. La sous-soleuse. Donc, si on fait un bilan, donc 15-12, 12-15 quintaux. Couverture de trèfle violet et veste présente, salissement plus ou moins important sur la parcelle. Donc j'ai fait 3 pesées de biomasse sur 1 mètre carré, à côté de la caméra, un peu plus loin, et encore plus loin dans la parcelle, j'ai pris la même bande. Donc quand je dis blé, c'est juste que j'ai pris, on le voit à droite là, avant récolte, donc il y avait aussi le grain dedans. Bon voilà, ça fait comme ça, sec. Et donc avec l'enherbement qu'il y avait, l'enherbement estimé 3,2 tonnes de matière fraîche hectare à la moisson et 11 tonnes 6 de blé. Et voilà, on voit qu'on est entre 7 et 12. Donc c'est aussi l'intérêt de faire des pailles hautes, quoi. Donc voilà, on va dire, tout en dégageant 1500 euros, enfin plus 1200 euros à l'hectare, on a quand même continué à recharger le sol. On a continué à le recharger tout l'été. Et donc, pour en revenir aux abeilles, on a posé les ruches le 12 juillet, juste avant les moissons. Elles ont été relevées le 29 août. 45 ruches il y a eu. On a fait 590 kilos de miel. Donc, cette agriculture-là, je pensais comme ça. Elle n'est pas aboutie, ça c'est sûr. Mais par contre, en voyant la diversité qu'on peut sortir d'un mètre carré, c'est impressionnant. Parce que rajouter à ça, donc je fais la transformation, je fais les farines, les œufs, le miel, voilà. Et donc là, on fait des biscuits. Ensuite, il y a la presse à huile. La presse à huile, les variétés de tournesol, c'est pareil, c'est une variété ancienne que je ressème tous les ans, donc qui s'améliore tous les ans, moi j'espère, et donc ça permet de faire des huiles. Alors on a fait des analyses, parce que être convaincu c'est une chose, mais on est dans une société où c'est qu'il faut le démontrer, donc on a fait des analyses sur les oméga 3 et les oméga 6 de l'huile de tournesol. Il se trouve que l'huile de tournesol, je n'essaie de pas dire de bêtises, est trop riche en oméga 6 pour nous. Nous, il faudrait qu'on aille plus vers des oméga 3. Et il se trouve que l'huile de tournesol qu'on a pressée là, les oméga 3 et oméga 6 sont au même niveau. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le but de cette agriculture-là, c'est de sortir une nourriture saine et durable. Saine, ça veut dire que ce ne sont pas des calories vides. Étant donné que ce sont des plantes qui vont chercher des nutriments en profondeur, de bons nutriments, on le retrouve automatiquement dans les graines. On a fait des analyses sur le grand épeautre, où c'est que les teneurs en minéraux, c'est impressionnant, quoi. On se dit c'est pas possible, il y a une erreur dans les calculs. Donc on va dire, ces analyses-là, malgré qu'elles coûtent très cher, elles nous permettent de voir que c'est pas ridicule d'avoir des sols vivants et de la diversité. Ça, c'était un peu la conclusion sur tes pratiques de couverts végétaux. Oui. Bon, tu l'as dit. Ouais. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et merci Jean-Christophe. Merci à vous.